Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'algèbre linéaire. Nous allons poursuivre nos aventures et voir plein de propriétés sur les applications injectives et surjectives. Alors là, il y en a vraiment beaucoup, je vous préviens d'avance. Le but, c'est pas de tout apprendre par cœur, c'est que ça devienne simple, évident, visuel. Donc si ça l'est pas, revoyez la vidéo, regardez les exemples. Il faut vraiment que toutes ces notions vous apparaissent clairement. Commençons par reprendre l'application linéaire associée à une famille de vecteurs. Nous l'avons déjà utilisé à maintes reprises quand la famille de vecteurs était finie, mais là je vais compliquer un petit peu, je vais prendre une famille de vecteurs potentiellement infinie, EI. Et donc l'application, cette fois, par des familles presque nulles de coefficients, c'est-à-dire les familles de coefficients où tous les éléments, sauf un nombre fini, sont égaux à 0. Et donc pour toutes ces familles presque nulles, on peut associer des combinaisons linéaires, somme des x et i associées à la famille. Eh bien, nous avons les propriétés suivantes de cette application linéaire. Elle est surjective si et seulement si la famille EI est génératrice. Elle est injective si et seulement si la famille EI est libre. Et donc, en combinant ces deux propriétés, elle est bijective si et seulement si EI est une base. Alors, on va prouver ça tout de suite. Bon, la première propriété est relativement simple, parce que l'image d'une application linéaire, comme vous le savez, c'est vecte de EI, puisque c'est la définition même. Qu'est-ce que c'est que vecte de EI? L'espace vectoriel engendré par la EI, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires des EI. Et donc, tout vecteur de combinaison linéaire et combinaison linéaire, bref, j'insiste pas, c'est évident. Alors, injectif, c'est un petit peu plus dur. Donc, regardons. La famille est libre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends une combinaison linéaire des vecteurs EI qui vaut le vecteur nul, tous les coefficients sont égaux à 0. Autrement dit, ça veut dire que si je prends une famille presque nulle quelconque, une combinaison linéaire, c'est donc l'image de cette famille presque nulle. Si ça donne le vecteur nul, eh bien c'est que, justement, tous les coefficients sont égaux à 0. Et donc ça montre que le noyau de cette application est réduit au vecteur nul. Et comme c'est une application linéaire, et comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, c'est équivalent au fait que phi est injective. Nous allons maintenant utiliser cette application-là associée à une famille génératrice pour comprendre comment fonctionnent les applications linéaires. Alors, plus précisément, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je vais partir donc d'une application linéaire, là, qui est linéaire, donc de E dans F, et je prends une famille de vecteurs de E, que j'appelle EI. Bien, les images par F de ces vecteurs EI, F de EI me donne une nouvelle famille, cette fois de l'espace vectoriel F. Et donc, il y a une application linéaire associée à cette famille-là, que j'appelle psi. Donc j'obtiens un diagramme comme ça, vous voyez. À une famille presque nulle, eh bien, en faisant une combinaison linéaire des EI, j'arrive ici. En faisant une combinaison linéaire des F de EI, j'arrive ici. Pour toute famille, donc presque nulle, xi, qu'est-ce qui se passe? F de phi de xi. Alors phi de xi, c'est quoi? C'est somme des xi EI. Donc f de somme des xi EI, ça fait somme des xi f de EI, puisque f est une application linéaire, mais ça, si je regarde bien, c'est quoi? C'est exactement psi de la famille xi. Autrement dit, cette application psi là n'est rien d'autre que f rond phi. Autrement dit, le diagramme est commutatif. C'est une expression de mathématiques là, pour dire que on passe par là ou on passe par là, c'est pareil. Quelle que soit la famille de départ de coefficients, si je fais phi f ou je fais psi, c'est la même chose. Utilisons maintenant notre diagramme pour démontrer plein de propriétés sur les applications linéaires. Alors, ces propriétés ne seront pas à apprendre par cœur bêtement. Il faut vraiment essayer de les visualiser, de les comprendre géométriquement, parce que en algèbre linéaire, on ne sait jamais quelle propriété il faut utiliser. Il y a toujours plein de façons de voir les mêmes choses. Le point de vue matriciel, le point de vue avec les familles de vecteurs, le point de vue... Bref. Et donc, il faut savoir jongler entre les différents points de vue. Allons-y. Tout d'abord, si nous prenons une application linéaire qui est injective, alors, je prétends que l'image d'une famille libre est toujours une famille libre. Alors, visuellement, vous voyez, ça veut dire qu'une application injective ne peut pas replier les espaces, vous voyez. Si on a des vecteurs indépendants, eh bien, leurs images sont indépendantes. Donc, l'image est au moins de la même dimension que les vecteurs du début. Bon, on va redire tout ça. Alors, comment on prouve ça? Que l'image d'une famille libre est libre? C'est relativement simple, parce que regardez. Qu'est-ce que ça signifie qu'une famille est libre? Ça signifie que cette application-là est injective. Mais du coup, si f est injective, f et phi sont injectifs, ça montre que psi est injective. Mais psi est injective, ça veut dire que cette famille-là est libre aussi. Donc c'est juste une évidence. J'écris la preuve, donc voilà. Si f et phi sont injectives, psi est injective. Bon,
ça pourrait suffire, mais si jamais vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec la notion d'injectivité, vous ne comprenez pas tout à fait pourquoi si f et phi sont injectives, alors psi l'est également, je l'ai écrit, hein, comme ça ne mange pas de pain. Alors, donc prenons deux éléments quelconques, hein, des familles presque nulles, et supposons que psi de x est égal à psi de y, donc ça veut dire que f de phi de x est égal à f de phi de y. Ben alors, comme f est injective elle-même, hein, si f de a égale f de b, c'est que a égale b. Donc là, cette égalité implique phi de x égale phi de y. Mais phi est elle-même injective, donc phi de x égale phi de y implique x égale y. Et donc au final, on voit bien que l'application psi est injective. Bon, maintenant pour les familles génératrices. La première chose à remarquer, c'est que l'image d'une famille génératrice de l'espace de départ E par f est une famille génératrice de l'image de f. Ben là, c'est juste évident. Hein. Vous voyez, une famille génératrice de l'espace de départ, ça veut dire que tous les éléments de l'espace de départ sont des combinaisons linéaires de cette famille. Et donc, tous les éléments de l'image sont des combinaisons linéaires des images de cette famille. Donc ça, c'est relativement simple. Mais du coup, il est très facile de voir que si f est surjective, bah, du coup, l'image d'une famille génératrice, bah, c'est une famille génératrice de im de f, mais si elle est surjective, c'est que im de f, c'est égal à f en complet. Donc c'est une famille génératrice de f. Donc vous voyez, injective, ça se transforme libre en libre. Surjective, ça se transforme génératrice en génératrice. Et donc, on combine tout ça. Si f est un isomorphisme, l'image d'une base est une base. Donnons d'autres propriétés des applications linéaires. Tout d'abord, l'image par une application linéaire d'une famille liée est tout le temps une famille liée. Alors là, il n'y a pas besoin d'hypothèse sur f, ça rate jamais. Ça ne peut pas déplier une famille qui serait, vous voyez, de vecteurs qui sont dépendants les uns des autres. L'application linéaire ne peut pas les déplier. Une famille liée reste une famille liée. Alors pourquoi? Bah, c'est très simple, de nouveau. Dire que la famille de départ est liée, bah, ça veut dire que l'application phi ici n'est pas injective. D'accord? Parce qu'une famille liée, c'est une famille qui n'est pas libre. Donc, mais si phi n'est pas injective, alors psi, qui est égal à f rho phi, ne peut pas être injective. Et donc la famille d'arrivée ne peut pas être libre. Alors pourquoi ça? C'est très simple. Bah, regardez. Phi n'est pas injectif, ça veut dire qu'il existe quelque part deux éléments, x et y, qui sont différents, mais qui ont la même image. Donc cette image a deux antécédents, donc voilà. Donc phi n'est pas injective. Ok. Donc phi de x égale phi de y. Mais du coup, f de phi de x, bah, c'est forcément égal à f de phi de y. C'est le même élément. Et donc psi de x est égal à psi de y. Donc de nouveau, psi a la même image pour deux éléments différents. Donc psi n'est pas injective non plus. Et donc la famille est liée. Une autre propriété. Donc maintenant, considérons l'image d'une base par f. C'est ce qu'on fait souvent, rappelez-vous, hein, quand on était en dimension finie, pour trouver l'écriture de la matrice, on prenait l'image d'une base, on l'écrivait en colonne. Donc c'est relativement standard de regarder ça. Donc, bah, une base, c'est une famille qui est libre et génératrice. D'accord? Donc ce qu'on a vu, c'est que si f est injective, l'image d'une base était une famille libre, et si elle était surjective, l'image d'une base, c'était une famille génératrice, et si elle était bijective, l'image d'une base, c'était une base. Ben là, c'est dans l'autre sens, hein, attention, ce n'est pas le même théorème. Cette fois, si l'image d'une base par f est une famille libre, alors f est injective. C'est la réciproque de tout à l'heure, hein, d'accord? Si l'image d'une base par f est génératrice, alors f est surjective. Et si l'image d'une base par f est une base, alors f est un isomorphisme. Donc on est tout à fait dans le sens inverse de tout à l'heure. Okay? Et la preuve immédiate avec ce diagramme. Donc on part de l'image d'une base. Rappelez-vous, ça signifie que phi ici est un isomorphisme. Bijectif, on peut prendre son inverse. Donc l'égalité psi égale f rond phi, je peux la réécrire en passant phi de l'autre côté. F égale psi rond phi moins 1. Et du coup, voilà, lui est bijectif. Et donc, si phi est injectif, f est injectif. Autrement dit, si la famille f de i est libre, f est injective. Si psi est surjectif, si la famille génératrice, alors f est surjective. Et si psi est un isomorphisme, f est également un isomorphisme. Toutes les propriétés de psi se transportent sur les propriétés de f. Maintenant, regardons ce que ça donne du point de vue des matrices, puisque en algèbre linéaire, il faut toujours changer de point de vue. Donc une application linéaire, comme vous le savez, se traduit par une matrice dès qu'on a deux bases, hein, une base de l'espace de départ et une base de l'espace d'arrivée. Donc voilà, E1, E2, EP, une base de l'espace de départ, E'1, E'2, E', une base de l'espace d'arrivée. Eh bien, il suffit de calculer les images des vecteurs de la base de départ et de les écrire, d'écrire leurs coordonnées dans la base d'arrivée en colonne, comme ça, pour obtenir la matrice de f par rapport aux bases b et b'.
Ok, et donc le vecteur colonne, voilà, j'appelle C1, C2, Cn, les coordonnées de f de 1, f de 2, f de n. Donc c'est les vecteurs colonnes ici, dans k puissance n, puisqu'il y a n coordonnées à chaque fois dans chaque colonne. Voilà, on les appelle C1, C2, Cn, c'est les vecteurs colonnes. Ok, donc ce rappel étant fait, traduisons un peu tout ce qu'on vient de voir. Tout d'abord, f est injective. Alors ça signifie, rappelez-vous, que la famille f de 1, f de 2, f de n est libre. Donc que les colonnes C1, C2, Cn forment une famille libre dans k puissance n. F est surjective, ça signifie que la famille est génératrice. Et F est bijective, ou un isomorphisme, ça signifie que les vecteurs colonnes ici forment une base de k puissance n. Je voudrais maintenant vous expliquer qu'une application linéaire est complètement déterminée par l'image d'une base. Et donc on a le théorème suivant, si je prends une base de E, et d'accord, et une famille E' quelconque, pas forcément une base, de F, alors il existe une unique application linéaire de E dans F, telle que, pour tout i, f de i égale E'. Ah, que dis-je? Comment ça, c'est du réchauffé ce théorème? Certes, on l'a déjà utilisé pour montrer dans les vidéos précédentes qu'on pouvait à chaque application linéaire associer une matrice, c'est vrai, je reconnais. Mais c'était en dimension finie. Notez bien que ce théorème-là, maintenant, I, là, le grand I n'est pas nécessairement fini. Ça peut être Z, ça peut être N, ça peut être R. Et donc, en fait, on va refaire la preuve qui est essentiellement la même. C'est un petit peu plus abstrait parce que ce n'est pas forcément des sommes finies, mais c'est essentiellement la même. Allons-y. Donc tout d'abord l'existence. Alors pourquoi donc il existe une application comme ça? Eh bien, donc si je prends x dans E, forcément comme la famille E est une base, ça veut dire qu'il existe une combinaison linéaire unique, donc des coefficients uniques tels que x soit la somme des KI EI. Bon, jusque-là tout va bien. Et donc f de x, vous avez deviné, c'est la somme des KI f de EI. Et donc, pour que ce soit f de i égale E', je définis f de x par la somme des KI E'I. Voilà, il est facile de montrer que cette application-là est linéaire. Okay. Donc, même plus précisément, en fait, si je prends phi et phi', ce sera le plus simple. Les applications linéaires associées à la famille EI et à la famille E'I, en fait, l'application f définie comme ça, regardez bien, c'est phi' de phi-1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Donc phi-1, rappelez-vous, on peut le faire parce que EI est une base. Donc phi-1, ça existe et ça donne les coordonnées. Donc c'est l'application qui, à partir de cet élément-là, somme des KI EI, associe les coefficients KI. D'accord? Et l'application phi', c'est celle qui, à partir des coefficients KI, associe somme des KI E'I. Donc c'est exactement ça en fait. Phi, c'est phi' de phi-1. Et donc, voilà, phi' est une application linéaire, phi-1 aussi, donc f est une application linéaire qui fonctionne. Pour montrer que c'est la seule, donc l'unicité, alors supposons qu'il y en a une autre application linéaire qui vérifie que g de i égale E'. Alors pour n'importe quel x qui s'écrit forcément somme des KI EI, g de x c'est somme des KI g de i, c'est somme des KI E'. Ah, c'est pareil que f de x. Donc les deux fonctions f et g coïncident sur tout l'espace. Retournons maintenant dans le monde de la dimension finie. Donc prenons une application linéaire f, de E dans f, et cette fois on suppose que la dimension de E et de f sont finies. Très bien, alors, ce que je prétends, vous voyez, ces propriétés-là, vraiment, il faut les comprendre, il ne faut pas les apprendre par cœur. Il faut vraiment essayer de visualiser le truc, quoi. Si f est injective, vous voyez, c'est que l'espace de départ, il est injecté dans l'espace d'arrivée. On va le retrouver quelque part, vous voyez. Il y a l'image de f, vous voyez, l'espace bleu, là, et hop, il est arrivé, là, ça devient l'espace orange, il arrive dans l'espace d'arrivée. Donc la dimension de l'espace d'arrivée est supérieure à la dimension de l'espace de départ, vous voyez. Il faut essayer de visualiser le truc, quoi. Si f est surjectif, par contre, ça veut dire que tous les vecteurs arrivent quelque part. Tout le monde est pris à l'espace d'arrivée, donc c'est qu'il y en avait au moins autant à l'espace de départ, puisqu'il n'y en a jamais deux qui peuvent qui peuvent partir dans deux endroits différents. Donc il fait plus de vecteurs qu'au début, donc la dimension de l'espace de départ est supérieure à la dimension de l'espace d'arrivée. Et si f est bijectif, alors c'est la même dimension. Voilà. Donc ça, un isomorphisme entre deux espaces vectoriels, ça ne change pas la dimension, vous voyez, ça il faut le comprendre, puisque l'image d'une base est une base, etc. Bon, enfin bref, faisons la preuve. Alors, notons B, E1, E2, En, une base de E. Très bien. Eh bien, l'image de F, donc comme on l'a déjà vu, c'est l'espace vectoriel engendré par F de 1, F de 2 jusqu'à F de N. Okay, donc, voilà, c'est un sous-espace vectoriel de F qui est engendré par ces vecteurs-là. Bon, donc, il y a N vecteurs ici. Ce n'est pas forcément une famille libre, d'accord? Et donc, la dimension de cet espace vectoriel est peut-être inférieure ou égale à N.
Bon, ça ne peut pas dépasser en tout cas. Donc la dimension de im de f est toujours plus petite que la dimension de e. Ça, c'est toujours vrai. Ok. Donc, si f est injective, auquel cas, cette famille-là est libre. Donc la dimension de ça, c'est exactement n. Bon, c'est la dimension de e. Ok, tout va bien. Mais im de f, c'est un sous-espace de f, espace d'arrivée. Donc, la dimension de f, ok, de im de f, c'est n. Bah, n est forcément inférieur ou égal à la dimension de f. Donc la dimension de f est plus grande que la dimension de e. Et si f est surjective cette fois, bah alors c'est encore plus simple, parce que cette fois, dim de f, bah c'est dim de f. Hein, puisque im de f est égal à grand f. Bah donc dim de f est plus petit que dim de e. Voilà. Donc c'est vraiment très simple à démontrer, mais surtout l'important c'est de bien le visualiser. Voyons maintenant la réciproque du théorème précédent. Ok, c'est très bien, si f est un isomorphisme, alors ils ont la même dimension. Mais là, c'est encore plus fort. Si la dimension de e, c'est la dimension de f, tous les deux dimensions finies, alors ils sont isomorphes. Il y a un isomorphisme entre e et f. En particulier, voilà, si la dimension de e c'est n, ben alors e est isomorphe à k puissance n, qui est également de dimension n. Alors comment on prouve ça? Eh bien, de nouveau, c'est pas bien compliqué. Prenons E1, E2, une En, une base de E, ok. Et puis, bah, E'1, E'2, E'N, c'est le même N, une base de F, hein, parce que j'ai supposé que E et F avaient la même dimension. Eh bien, ça va être quoi l'isomorphisme? Ben, simplement celui qui transforme E1 en E'1, E2 en E'2, En en E'n. L'application définie par f de i égale E' pour tout i transforme une base en une base, donc c'est un isomorphisme. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous voyez, il faut bien saisir, hein, deux espaces vectoriels isomorphes ont forcément la même dimension. Donc, pour qu'une matrice soit inversible, autrement dit qu'il existe une matrice inverse, donc une application linéaire réciproque, il faut que les espaces aient la même dimension. Donc il faut que la matrice soit carrée. Parce que souvent on perd complètement ça de vue et je demande aux étudiants à la fin du cours, alors est-ce qu'une matrice carrée, pas carrée peut être inversible? Ah ben non. Bon, très bien. Et pourquoi? Ah parce qu'on ne peut pas calculer le déterminant. D'ailleurs c'est juste n'importe quoi, vous voyez. C'est deux espaces vectoriels, pour qu'il puisse y avoir un isomorphisme entre deux, il faut déjà qu'ils aient la même dimension, donc la matrice soit carrée, voilà. Pas besoin d'inventer des trucs, d'utiliser des choses aussi sophistiquées que le déterminant, quoi. Enfin bref. Je compte sur vous pour bien vous rappeler de ces choses-là. Restons dans le cas où la dimension de l'espace de départ est égale à la dimension de l'espace d'arrivée. Ce qui en fait arrive très souvent parce qu'on prend des endomorphismes des fois, de E dans E. Il arrive souvent qu'on regarde des applications linéaires du plan dans le plan ou de l'espace dans l'espace, et donc la dimension de E étant égale à la dimension de E, incroyable, on est souvent dans ce cas-là. Et bien dans ce cas-là, on a des propriétés qui nous simplifient bien la vie. Une application linéaire de E dans F, qui ont la même dimension, et bien si elle est injective, elle est surjective, dis donc. Alors ça c'est pas courant, c'est pas tous les jours, d'habitude c'est vraiment différent, surjective et injective. Ben là non. Si elle est injective, elle est surjective, si elle est surjective, elle est injective. Et donc elle est bijective du coup, forcément. Donc bijective, ça implique qu'elle est inversible, c'est-à-dire qu'il existe une application linéaire G qu'on appelle f-1, telle que f rond G égale identité et G rond F égale identité. Et bien, alors ça implique qu'elle est inversible à droite et à gauche de façon évidente. Le côté intéressant de ce théorème, c'est que si elle est juste inversible à droite, alors elle est aussi inversible à gauche, et donc elle est aussi inversible des deux côtés. Ok? Donc voilà, on va démontrer ce théorème, mais surtout, avant, il faut bien comprendre ce que ça signifie. Ça signifie que si j'ai une application linéaire d'un endomorphisme de E, de L de E, vous voyez, eh bien, pour montrer que c'est un isomorphisme, il suffit de montrer qu'elle est injective, par exemple. Et pour montrer qu'elle est injective, il suffit de montrer que son noyau est réduit au vecteur nul. D'accord? Et donc voilà, comme on l'a déjà vu dans la vidéo sur le noyau, bah, en fait, c'est résoudre un système linéaire. Répondre à cette question, est-ce que f est un isomorphisme? On va pouvoir, par exemple, le prouver en montrant qu'un système linéaire, pour unique solution, le vecteur nul. Ok, bon alors, d'où ça sort ce théorème? Comment on va faire la preuve de ça? Eh bien, on va noter E1, E2, En, une base de E, et donc on considère f de 1, f de n, toujours pareil, l'image d'une base par E, donc la famille de f définie par l'image d'une base. Ok, jusque-là, tout va bien. Eh bien, le truc qui est dingue, c'est ce qu'on a vu sur les familles de vecteurs. On a une famille de n vecteurs dans un espace de dimension n. Rappelez-vous, sinon retournez voir la vidéo sur les familles de vecteurs. Eh bien, cette famille-là, elle est libre, si et seulement si elle est génératrice, si et seulement si c'est une base. On l'a vu, d'accord? Quand on a un nombre de vecteurs correspondant à la dimension, eh bien, si elle est libre, alors elle est forcément génératrice, etc. Donc, si f est injective, correspond à la famille libre, eh bien alors elle est surjective, parce que la famille est génératrice, et donc elle est isomorphisme. C'est un isomorphisme parce que c'est une base, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors après, ce que je vous ai dit, bon, bah, si elle est bijective, elle est inversible, ça c'est juste la définition de l'application réciproque, vous le savez bien. Si elle est inversible à droite et à la gauche, bon, bah, ok.
Alors maintenant, si elle est inversible juste à droite. Donc autrement dit, s'il existe une application G telle que f rond G égale identité. Bon, ça c'est surjectif, d'accord, hein. Et donc, ça implique que f est surjective. Parce que si f ne l'était pas, hein, il y a des éléments qui ne sont pas images par f, on ne pourrait pas obtenir l'identité de ce côté-là. Et donc, si elle est surjective, donc elle est bijective, donc voilà. Si elle est inversible à droite, à gauche, de l'autre côté, alors forcément elle est injective, parce que imaginez que deux éléments donnent la même chose par f, G il aurait du mal à les séparer après. Hein. Si f de x égale f de y, g de f de x égale g de f de y, donc on ne pourrait pas obtenir une application bijective à la sortie. Ok, donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. L'important c'est ce qui suit. Traduction sur les matrices. Alors là c'est vraiment très utile, parce que finalement, dire que la matrice est inversible, hein, comme on sait que ça correspond à une application linéaire de Rn dans Rn, ça signifie que l'application linéaire est un isomorphisme. Mais ça, d'après ce qu'on vient de voir, ça signifie qu'elle est inversible à droite ou à gauche. Autrement dit, une matrice inversible, s'il existe une matrice n telle que Mn soit égale à I. Pas besoin de vérifier l'autre côté. Et inversement, hein, de l'autre côté, voilà. Si on trouve une matrice qui permet, en multipliant à droite ou à gauche par M, d'obtenir l'identité, alors la matrice est inversible. Attention quand même, parce que on oublie que ça, c'est valable que pour les matrices carrées. Et c'est vrai que souvent, on étudie que les endomorphismes, on a tendance à croire que toutes les matrices sont carrées et tout. Et donc, piège classique, si vous prenez deux matrices, celle-ci et celle-ci, vous les multipliez, bam, regardez, on obtient l'identité, dis donc. Hein, regardez, 2 plus 3 fois 0, ok, bon, 2, moins 1 fait 1. Ensuite, le deuxième coefficient, 1 plus 3 fois 0, ok, moins 1, 0. Ainsi de suite, hein, regardez, moins 2 plus 2, 0, et puis, hop, moins 1 plus 2, 1. Donc, ça c'est le piège, je tue tous les étudiants. Prenez deux matrices, je ne dis pas carré bien évidemment, A et B, telles que A fois B égale identité, égale la matrice identique. Est-ce que A et B sont inversibles? Tout le monde répond oui. Non, là elles ne sont clairement pas, puisque une matrice pas carrée ne peut pas être inversible, hein, puisque pour qu'il y ait un isomorphisme entre deux espaces, il faut que ces deux espaces aient la même dimension. La preuve, tiens, si on multiplie ces deux matrices dans l'autre sens, juste pour voir, ça ne fait pas du tout identité. Hein. Je vous laisse vérifier le calcul. Donc c'est bien la preuve que ces matrices-là ne sont pas inversibles. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour la suite.